Et merci beaucoup de votre invitation et je suis très contente d'être avec vous. Et, bon, je commence. Et la présente étude est un projet de conjonction entre la dialectique hegelienne de l'esclave et du maître et la transformation du sadisme en masochisme sur la base de la vision freudienne de la pulsion. Et dans un premier temps, nous présenterons le processus suivi par Hegel jusqu'à ce que la dialectique de l'esclave et du maître émerge dans son schéma théorique. Nous nous appuyons sur son ouvrage La phénoménologie de l'esprit, publié pour la première fois en 1807. Et dans cet ouvrage, Hegel décrit le processus de formation du moi et qui présuppose la transformation de la conscience en conscience de soi et enfin en raison. Dans ce rapport, le parcours de la conscience jusqu'à la conscience de soi sera documenté. Et tout d'abord, Hegel définit le moi. Le moi est quelque chose de matériel. Il peut s'agir par exemple d'un système d'organes appartenant au corps, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre du biologique et qu'il est directement lié à la survie. La conscience naît ensuite de la connaissance du soi lui-même. Et vient ensuite la connaissance de la conscience que l'on définit comme la conscience de soi. La conscience de soi est donc la connaissance de la conscience et par conséquent la connaissance du soi. Et pour que le processus de la conscience de soi ait lieu, 3 moments sont annoncés. Le premier moment est celui où la conscience acquiert une distance par rapport à elle-même, comme si le soi était un objet. Il s'agit d'une auto-objectivation. Dès lors, la conscience qui n'a pas pris de distance sera dite subjective et celle qui a pris de la distance sera dite objective. Le deuxième moment est celui où la conscience revient et réalise que l'objet qui lui était extérieur au premier moment n'était qu'elle-même. Mais la conscience n'est pas encore devenue consciente d'elle-même parce que la conscience subjective peut avoir reconnu l'existence de la conscience objective, mais la conscience objective n'a pas reconnu l'existence de la conscience subjective. Pour que le cycle de la conscience de soi soit complet, nous devons passer de la subjectivité à l'objectivité, puis de l'objectivité à la subjectivité. C'est ce qui se produit au troisième moment où la reconnaissance se fait dans les deux sens et où le cycle ne cesse d'être elliptique. En conclusion, deux consciences de soi émergent du troisième moment. La première est celle où la conscience subjective se reconnaît dans la conscience objective et la seconde est celle où la conscience objective se reconnaît dans la conscience subjective. Chacune de ces consciences de soi souhaite être reconnue par l'autre pour pouvoir exister. Comme nous le comprenons, cette condition crée également une dépendance entre les deux consciences de soi. Cette dépendance prend des dimensions considérables au moment où cette reconnaissance ne devient pas égale car une conscience de soi est reconnue sans que l'autre le soit. En d'autres termes, il s'agit d'une lutte asymétrique pour la reconnaissance et non d'un processus égalitaire. Dans cette lutte pour la reconnaissance, deux catégories de sujets sont créées, comme le mentionne le chapitre de la phénoménologie de l'esprit intitulé Autonomie et non-autonomie de la conscience de soi, maîtrise et servitude.
La première catégorie est celle du maître et la seconde, celle de l'esclave. L'esclave reconnaîtra la conscience de soi du maître, tandis que le maître ne reconnaîtra pas la conscience de soi de l'esclave. Plus précisément, le maître risque d'être celui qui reconnaîtra sa propre conscience de soi, puisque dans cette lutte, un seul l'emportera. Mais pourquoi dit-on que le maître risque? Où se cache le risque? Le risque, l'on sait, c'est que la reconnaissance de la conscience de soi implique la reconnaissance de la conscience, puisque la conscience sans la conscience de soi n'existe pas. Par la suite, la reconnaissance de la conscience implique la reconnaissance du soi. Par essence, le maître, en abandonnant son conscience de soi pour la reconnaissance, abandonne nécessairement tous les éléments qui l'accompagnent, la conscience de soi. Le moi du maître est maintenant entre les mains de l'esclave, qui inventera tous les moyens possibles pour assurer la survie du maître. À ce point, on peut dire abusivement que les « je pense donc j'existe » de Descartes est renversé et remplacé par « je pense donc l'autre existe ». C'est un travail dénaturant qui aboutit à la modification du moi du maître, donc à la modification de sa conscience et progressivement à la modification de sa conscience de soi. Et puisque la conscience de soi du maître est modifiée, cela signifie que l'esclave finira par désirer une conscience de soi modifiée. Le désir du maître est donc désormais que la conscience de soi modifiée soit désirée par l'esclave. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est celle de l'esclave. L'esclave reconnaîtra immédiatement la conscience de soi du maître, mais il ne se risquera pas à mettre sa conscience de soi sur la reconnaissance du maître parce qu'il ne veut pas risquer sa propre conscience de soi. L'esclave veut vivre même si sa conscience de soi n'est pas reconnue. Il choisit de garder son indépendance. Dire à ce point que le soi peut exister à la fois de manière indépendante et dépendante, contrairement à la conscience de soi qui n'existe qu'en dépendance du soi. Nous voyons donc que le maître a abandonné son propre moi à la merci de l'esclave, mais que l'esclave a également renoncé à sa conscience de soi afin de préserver son propre moi. Le maître est à la fois esclave et l'esclave est maître. À ce point, on peut établir un lien avec le couple d'opposés sadisme-masochisme tel qu'elle est analysée dans la théorie des pulsions de Freud. Dans ce cas, le sadisme du maître consiste à imposer violemment à l'esclave la reconnaissance de sa conscience de soi. Ce sadisme devient alors masochisme car le maître se retourne en fait contre lui-même, altérant et corrompant en scène sa conscience de soi. Mais l'esclave a transformé le sadisme en masochisme. En choisissant sadiquement de protéger son propre moi en se comportant de manière expropriante avec son propre maître, il finit aussi par travailler de manière masochiste à la protection de son propre maître. Et c'est un enjeu qui a agacé les sujets de tout temps. Lorsque la reconnaissance n'est pas réciproque, lorsque notre discours ne passe pas le discours de l'autre, nous nous retournons masochistement contre nous-mêmes. Le sadisme de la non-reconnaissance de l'autre implique la non-reconnaissance masochiste de nous-mêmes. C'est l'un des destins de la pulsion tel que défini par Freud, la conversion du sadisme en masochisme. L'esclave deviendra toujours le maître et le maître l'esclave. Merci.